La suite, c'est la République centrafricaine. La situation des finances publiques dans ce pays, deuxième pays le moins développé au monde selon l'Organisation des Nations Unies et en guerre civile depuis 9 ans, est alarmante, a déclaré le ministre de l'économie dans un communiqué. La situation s'annonce très préoccupante pour la trésorerie de l'État, a affirmé Hervé Ndomba. Alors, on donne la parole à Georges Eo. On sait tout récemment que la République centrafricaine était tournée vers le Bitcoin. Est-ce que, la première question, est-ce que les autorités centrafricaines ont mesuré un peu l'ampleur de ce qui se dégageait à l'horizon? Bon, en fait, il faut savoir que il y a de cela quelques années, c'est un pays qui a été ravagé par la rébellion. Après, Covid est venu aggraver la situation et nous sommes aujourd'hui dans le concert des retours de guerre au niveau de l'Europe, et qui fait que nos pays, ce n'est pas seulement la République centrafricaine, mais tous nos pays sont en difficulté et par rapport à ce que les gens crient vie chère, etc., c'est des phénomènes économiques. Et donc, la Centrafrique, aujourd'hui, vous savez, il est dans ces problèmes-là, qui a été, comme je l'ai dit, avec le Cameroun qui était déjà un partenaire très privilégié dans les relations import-export avec la République centrafricaine, qui est aussi secoué par ce que vous appelez les inflations sur son terrain et les problèmes économiques, et qui a décidé de ne plus exporter vers la République centrafricaine. La France qui avait coupé, qui a fait aussi partir le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire que les partenaires que je suis en train de citer. Et donc là, le pays doit se réinventer aujourd'hui pour trouver des stratégies pour pouvoir revenir. Et donc je pense que... C'est pourquoi le Bitcoin finalement, non, la crypto-monnaie privilégiée. Moi, le Bitcoin ou bien la crypto-monnaie, ce ne sont pas des choses... C'est l'argent virtuel. Donc ce ne sont pas l'argent comme le franc CFA qu'ils utilisent. Je crois ils utilisent le franc centrafricain, non? Le franc CFA. C'est le franc CFA de l'Afrique centrale qu'ils utilisent. Et donc il y a le franc CFA qu'ils utilisent. Et vous savez, c'est des stratégies pour pouvoir permettre à l'économie d'avoir un peu d'oxygène. Et donc je ne compte pas aller sur ce terrain, d'autant plus que nous sommes en train de parler du budget de l'État qui ne pourra pas être exécuté à 100% compte tenu des recettes. Les recettes, c'est en interne, les recettes, c'est avec les partenaires techniques et financiers, les recettes, c'est avec les banques de financement et les banques commerciales aussi. Donc ce ne sont pas avec la monnaie électronique qui pouvaient financer leur économie. Donc du coup, je pense que il faut forcément qu'ils réinventent d'autres stratégies, chercher à produire sur place pour augmenter la consommation locale, chercher à trouver des voies et moyens pour exporter un nombre de leurs produits pour pouvoir financer l'économie. Je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour pouvoir subvenir. Oui, et la solution, elle est proposée par Georges Eo, mais on se souvient Emmanuel Vivien Tomy qu'en juin 2021, la France, qui était ancienne puissance coloniale, avait annoncé le gel jusqu'à nouvel ordre de son aide budgétaire de l'ordre de 10 millions d'euros à la République centrafricaine, jugée complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Est-ce que cela pèse finalement sur le pays du président Faustin-Archange Touadéra? La Centrafrique est un pays qui ne devrait pas être classé parmi les pays moins développés. De même que beaucoup de pays africains, parce que contrairement à l'Europe, à l'Asie et à d'autres continents, nous avons quand même des terres qui sont très adaptées à la pratique de l'agriculture. Et nous avons la possibilité dans plusieurs pays africains de servir de grenier du monde.
Mais vous voyez qu'aujourd'hui, si on parle du blé, parce qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et tous les pays du monde ressentent un problème au niveau du déficit en matière de blé. Et aujourd'hui, la Centrafrique a géré d'abord les problèmes liés à ces successions de guerres, de rébellions. On a eu quand même de longues années de conflits inutiles avec des pertes en vies humaines. Au lieu de réfléchir à comment construire le pays, on doit réfléchir à comment combattre les rebelles, à comment se combattre entre les fils d'un même pays. Et tout cela a retardé effectivement le développement. Maintenant, la France ne doit pas continuer par faire du chantage en Afrique. Si nous sommes en amitié ou en coopération, ça ne veut pas dire que je ne suis pas libre de coopérer avec d'autres personnes. D'autant plus que chez nous en Afrique, la polygamie même est acceptée. Imaginez dans un couple, le monsieur a le droit de prendre d'autres femmes. Et pourquoi pas dans les relations entre pays. Ça, c'est l'homme qui parle, hein, c'est pas la femme. Non, mais c'est dans d'autres ethnies aussi. L'homme a le droit, mais la femme ne L'homme a le droit. Il y a des femmes qui demandent à leur mari de prendre une seconde épouse. Au même moment, l'Afrique demande sa liberté vis-à-vis de la France. Et donc, si la France ne finance pas certains pays, comme le cas de la Centrafrique, ce n'est pas un crime non plus. Non, est-ce que la France ne finance pas? Il faut qu'on se dise la vérité. En cette matière de coopération, en réalité, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de ce qui nous a été volé. Quand même, ce sont des réalités. Parce que vous nous avez volé même des êtres humains. On a volé des Africains. C'est les Africains qui ont vendu les Africains. Oui, mais les Africains ont vendu à des acheteurs. Ouais, en matière de corruption, il y a celui qui corrompt et celui qui est corrompu. Les deux sont punis par la loi. Qui a vendu son frère? Non, on a poussé. Peut-être. On n'a pas poussé. On n'a pas dit aux frères que vous vendez votre frère pour l'esclavage. Voilà. On n'a pas expliqué que c'est pour l'esclavage. Est-ce que, même si la raison n'est pas évoquée, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'influence. On y va, on n'est plus pas le temps. Des bateaux pour venir chercher des êtres humains, comme on vient chercher des cobayes, des poulets. Donc ça comment la Centrafrique peut s'en sortir, Emmanuel Vivier-Tony? Aujourd'hui, la Centrafrique qui a malgré tout des minerais. La Centrafrique a des minerais que les Blancs recherchent. Ce qui fait aussi la convoitise et la guerre entre les diplomaties européennes surtout. Aujourd'hui, la France est mécontente tout simplement parce que beaucoup de pays, pas seulement la Centrafrique, tendent la main à la Russie. Nous avons le droit d'avoir d'autres amis. Eh ben, on n'a pas. Et ces amis, comme solution, ces amis vont aider finalement ce pays qui souffre financièrement à notre développement, comme nous avions participé aussi à leur développement, à leur guerre. Ils nous ont entraînés dans leur guerre. On a combattu pour eux. Mais si nous sommes restés au banc de l'échelle, ce n'est pas que c'est leur faute, mais comme on les avait aidés aussi au moment où on devrait construire nos pays, c'est le retour à l'ascenseur. On était chez eux en train de construire leur pays. Maintenant, il faut qu'ils participent. 1, 2, il faut que les Centrafricains cessent ces querelles inutiles, ces rébellions de pacotille pour des conflits futiles. Il faut cesser tout cela et se tourner vers le travail. 3, il faut que le gouvernement puisse revenir à ses acquis. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons multiplier? Qu'est-ce que nous pouvons diversifier? Tous les pays africains ont la possibilité de mettre l'agriculture à un haut niveau. Et c'est sûr que déjà, le problème de malnutrition ou de faim ou de famine, on pouvait l'éviter déjà et commencer par vendre. Je ne comprends pas que des pays comme le Togo continuent pas encore à exporter de l'oignon. C'est pas normal. Alors, Germain Pouli, il n'y a pas que la France, hein. Il y a aussi l'ONU, il y avait, on l'avait senti entre-temps, l'Union européenne, il y a les organisations non gouvernementales également, internationales, qui estiment en réalité que les mercenaires de Wagner sont arrivés et font des exactions en République centrafricaine et donc qui ont plié bagage. Ma question, à l'absence de financement extérieur, l'État qui n'est plus en mesure d'exécuter le budget initial, comment il va faire?
Oui, ça va être difficile pour ce pays, la Centrafrique ou le Centrafrique finalement. Donc, alors, c'est vrai qu'on a parlé de la crypto-monnaie, je me disais, et je le disais ici il y a quelques jours, oui, un pays qui est en difficulté, obligé d'accepter n'importe quoi, de tenter n'importe quelle solution. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont le seul pays en Afrique à adopter cette monnaie-là, le deuxième pays au monde. Et puis, après Salvador. On se demande si les nouvelles technologies sont assez développées dans ce pays pour pouvoir adopter ce mode. Est-ce que l'Internet atteint même 15% de couverture? Donc, mais on a compris que ce pays était vraiment en difficulté et acceptait toutes les solutions qui venaient, même les plus farfelues, les plus inopérantes. Mais c'est pas grave, c'est un peu ce qu'a dit Tommy qui m'intéresse, c'est que la Centrafrique a mis beaucoup de moyens dans la guerre. Et aujourd'hui, le pays paie cher ces dépenses-là. Quand on fait venir une société privée comme Wagner, dans un élément par jour ou par mois, c'est des millions qu'il faut payer. Au bout d'un certain temps, c'est vrai, le service est rendu, vous avez la sécurité, mais vous n'avez pas l'argent. Et aujourd'hui, il y a des rapports qui font état que l'État n'arrive plus à payer ces mercenaires et que des sociétés russes sont obligées d'exploiter une partie des richesses de ce pays pour payer. On va même plus loin pour dire que ces sociétés ont la même mise, notamment sur le service des impôts et sur un certain nombre de services en RDC et en Centrafrique pour se rembourser. Alors, vous voyez un président qui a besoin d'être président, il a besoin de sécurité, il a besoin des Russes, mais aujourd'hui, il a besoin d'argent pour travailler. Et cet argent, il ne l'a pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai entendu Georges dire que la France a fait partie des partenaires. Non, ce n'est pas la France qui les a fait partir. La France est partie, mais les partenaires ne resteront pas d'abord dans un pays. Je disais plutôt, après le départ de la France, les partenaires l'ont suivi. Voilà. suivi. D'abord, toutes mes excuses. Alors, dans un pays qui est instable sur le plan sécuritaire, les gens n'aiment pas venir. Vous verrez que les Chinois auraient pu arriver là-bas aussi, apporter un grand soutien à ce pays. Mais tant qu'il y a la guerre déjà, le pays n'est pas très fréquentable. Mais pour les sociétés, la société financière internationale, les banques des États, il faut être sûr que si on vous fait un prêt pour enflouer votre budget, après vous pourrez payer. Mais si on se rend compte que vos régies sont gérées par une entreprise privée, mais ce n'est pas d'État à État. Donc c'est difficile d'avoir dans ces conditions des résultats. Et quand il a nommé un nouveau Premier ministre, moi je pensais que c'est le travail là qui devait se faire. Et malheureusement, on ne vit pas seul. En autarcie, tous les États ont besoin de l'aide extérieure. Ont besoin des prêts extérieurs pour tous les budgets, y compris les États-Unis. Mais quand vous vous singularisez au point où les gens n'ont plus confiance pour vous passer de l'argent, vous allez avoir des problèmes. C'est vrai, le gouvernement a prévenu la population, mais ça veut dire préparez-vous à une grande souffrance. Mais en même temps, je crois qu'il faut renouer avec la communauté internationale. Au-delà des questions sécuritaires, au-delà du problème Wagner, il faut prendre langue avec cette communauté-là pour espérer avoir une voie de sauvetage. Sinon, ça va être totalement difficile pour ce pays-là. On donne la parole pour terminer à Emmanuel Vivien Tommy. On va parler du Togo. Le Togo recule de 26 places dans le dernier classement de la liberté de la presse publié par l'ONG française Reporters sans frontières. Cette baisse notable intervient dans un contexte global dû de double polarisation amplifiée par le chaos informationnel. Dans le rapport qui évalue les conditions d'exercice du journalisme dans 180 pays et territoires. Emmanuel Vivien Tommy, donc, le pays est ainsi parti d'un score de 70,41 sur 100 et d'un rang de 74e sur 180 en 2021. Il y a eu régression. Qu'est-ce qui peut expliquer, donc, en tant que journaliste, cette régression de votre pays? Vous savez, il faut d'abord se fonder sur les critères que l'organisation utilise pour donner les points. Et ces critères et les manières ou les formats d'investigation ou d'enquête. Il y a des questionnaires, il faut répondre à ces questionnaires, on fait une évaluation et puis on se fonde sur certaines choses.
quand des journalistes sont arrêtés dans l'exercice de leur métier, que les journalistes n'aient pas raison ou pas, du moment où c'est dans l'exercice de leur métier qu'ils sont arrêtés, ça vous fait déjà des points de moins. Maintenant, on peut voir qu'est-ce que le journaliste avait fait comme infraction par rapport au code de la presse et de la communication. Quand vous arrêtez des journalistes et vous les mettez en prison, ça vous fait des points de moins. Surtout quand c'est dans l'exercice de leur métier. Maintenant, après, vous pouvez expliquer que non, parce qu'ils sont tombés sous le code pénal au lieu du code de la communication. Mais le constat est là, c'est qu'il y avait des journalistes en prison. Quand, au cours d'une manifestation, on frappe un journaliste, ça fait des points à moins. Que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition qui frappe le journaliste, la loi dit que l'État protège les citoyens. Et en l'occurrence, des gens qui ont des métiers spéciaux comme le métier de journalisme. Le journaliste est protégé directement par l'État. Et donc l'État devrait prendre des dispositions pour que même les partis d'opposition ne frappent pas des journalistes. Donc je donne juste quelques exemples pour dire que quand tu vois tous ces critères-là, on prend une année et on définit qu'au cours de cette année, il y a eu tel nombre de journalistes qui ont séjourné en prison pour leur pratique journalistique. Il y a eu telle personne qui a été frappée ou jugée. Il y a eu telle sanction de l'organe de régulation, par exemple, contre tel journaliste, alors que, apparemment, ainsi de suite. Vous savez, j'ai été entre-temps représentant du comité to protect journalistes ici. Et il y a des questionnaires qui sont envoyés, pas seulement aux journalistes, à beaucoup d'autres personnes, y compris aux associations de société civile, aux associations de protection des droits de l'homme. Donc, il y a toutes ces réponses-là qui sont collectées. Et en plus, il y a des personnes qui sont envoyées pour faire des enquêtes. Spécialement, on devrait aussi donner la parole, en réalité, au gouvernement ou aux dirigeants. C'est ce que le ministre Trimois, Christian des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, a regretté la dernière fois quand on célébrait la journée mondiale. Est-ce que la parole est donnée souvent aux journalistes aussi? Oui, la parole est donnée aux journalistes. Vous savez que dans le mécanisme, ceux qui font les rapports passent par plusieurs organisations et ils ont leur façon de faire. Parce qu'il y a aussi la discrétion. Il y a des questionnaires qui peuvent être envoyés à des personnes, mais on ne voudrait pas nécessairement exposer ces personnes-là pour qu'ils soient libres de bien répondre. Alors aujourd'hui, on peut dire que le Togo a régressé, mais en réalité sur le terrain, il y a eu quand même certains efforts. Vous prenez par exemple le code de la presse et de la communication. Avant, le code de la presse et de la communication ne tenait pas compte du travail de la presse en ligne. Aujourd'hui, le Togo dispose d'un code de la presse et de la communication qui tient compte des presses en ligne. Le problème qui se pose, c'est qu'au niveau du code du Togo, le Togo a refusé de reconnaître les réseaux sociaux comme étant aussi... C'est le Togo ou bien c'est vous les journalistes? Non, c'est les journalistes qui ont... On ne peut pas dire les journalistes, parce que le code a été voté par le Parlement. Nous, en tant que journalistes ou membres des organisations, nous avions eu à participer à des ateliers de validation des tests proposés. Et vous avez proposé qu'on enlève les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle particulièrement Palimé, à un moment avec les membres de la RAC, on s'est tiraillé parce que j'ai dit ça, je ne veux pas. Mais à un moment, ce n'est pas toi seul, c'est pas vous deux ou vous trois, vous allez vous imposer à tout un pays. Aujourd'hui, j'étais à un webinaire de Dakar où on parlait des nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que les réseaux sociaux sont des médias du moment où même mon grand-père, même mon oncle peut envoyer les messages sur Facebook ou sur tout là, mais il n'est pas journaliste. Alors que le journaliste va faire un traitement de l'information et ce n'est pas tout ce que nous recevons comme information qu'on diffuse. Parce que tu dois avoir à l'esprit la responsabilité journalistique. C'est-à-dire assumer ce que tu vas publier et quelles sont les répercussions. Si tu vois que ça peut ressembler à un appel à la violence, tu t'abstiens de publier. Alors que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde envoie. Voit même quelqu'un qui a un pied coupé dans un accident, on diffuse ça immédiatement. Voilà un peu la différence. Alors, donc tout cela peut ressembler à peut-être restriction, mais en réalité, ce n'est pas
le cas. Bref. Quand des journalistes vont en prison, c'est grave, c'est un mauvais point pour un pays. Alors, Georges Ewo, la régression, elle est spectaculaire, hein, parce que c'est 26 points, il faut quand même le souligner. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes homme politique. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur le terrain? Bon, est-ce que j'ai remarqué quelque chose sur le terrain? Je pense que il faut replacer le débat en définissant d'abord qu'est-ce que c'est que la liberté. Et je pense que la liberté est un état de quelqu'un qui n'est soumis à un maître. Et quand vous voyez la liberté de presse aujourd'hui, c'est appuyé sur la liberté d'expression, qui se veut être une liberté qui respecte l'autre, de l'opinion de l'autre, etc. Et je pense que comme Tony l'a dit, la liberté de presse est fondamentale dans un pays, surtout dans le fonctionnement de la démocratie. Et donc c'est un élément très essentiel à ne pas négliger, parce que ça permet de donner l'information au bon moment, au bon temps, et aux citoyens, pour qu'aujourd'hui ça soit, tout le monde soit même au même niveau d'information. Donc le journaliste ou bien la presse, les médias jouent un rôle très important dans la vie démocratique d'un pays. Si étant, il ne faut pas oublier que cette liberté doit respecter un certain nombre de choses, protéger même l'intégrité ou bien l'honneur des personnes qui sont élues, qui dirigent le pays. C'est ce qui n'est pas fait, visiblement. Oui. Je sais que c'est là où, à un certain niveau. Il faut, bref, il faut que le métier soit encadré. L'encadrement du métier peut ne pas être les critères d'évaluation, c'est comme ce qu'il vient de dire, peut ne pas être les critères d'évaluation des organismes qui évaluent les pays. C'est pour cela. Ce que je dis, par exemple au Togo, comme on l'a dit, il n'y a pas les réseaux sociaux. Quand le journaliste intervient sur les réseaux sociaux, c'est pas du code pénal comme on l'avait vu l'autre fois. Mais pour l'organisme, par exemple, eux, ils ne voient pas ce côté. Ils voient, comme Tommy l'a dit, puisque c'est un acteur, ils voient le fait seulement que le journaliste a été emprisonné ou bien passé par le tribunal. Il doit voir. Mais Vivien Tommy l'a souligné. Il dit après, vous allez voir concrètement ce qu'il a fait. Quand je vois le rapport même de l'organisme Reporters sans frontières, je vois qu'ils ont énuméré un certain nombre de problématiques. Ils disent même, en ces temps de Covid et de la guerre entre l'Ukraine et comment vous l'appelez, la Russie, il y a un certain nombre de désinformations, de polarisation des médias. Ils ont dénoncé un certain nombre de choses que les acteurs de médias ou bien les hommes de médias ont commis. Et ils ont conclu qu'en vérité, il y a certains États, dans certains États, ils ont effectivement l'obligation de recadrer. Et ces encadrements pénalisent en termes de points ces États. Ça fait partie des critères. Oui, ce qui doit être fait, c'est que ce soit au niveau de nos États, il faut que le journalisme ou bien la presse participe plutôt au développement des pays. Nous devons citer... Ce que je voudrais dire, je ne suis pas en train d'accuser les journalistes. Oui, on sait, vous aimez les journalistes. Ce que je suis en train de dire, le Togo a occupé 100e place, je crois, alors que la Chine, c'est quelle place? Je crois 177e place. Vous voyez l'écart entre le Togo et la Chine. Mais vous voyez l'écart de développement
entre le Togo et la Chine. Et vous voyez aussi l'étendue entre la Chine et le Togo. Ce que je voudrais... Parce que la Chine, si on prend la ville de Shanghai, par exemple, on dépasse 6 millions d'habitants dans une seule ville. Pour les habitants, pour les habitants, vous voyez, les hommes de médias, ils défendent bec et ongle leur métier. En fait, il n'y a pas que vous vous sentez mal à l'aise parce que vous avez occupé un certain nombre de postes, que votre vie privée est exposée à n'importe quel moment, n'importe comment, et que vous sentez que les gens ne jouent pas le rôle qui est le sien, ou bien que ce qu'ils doivent faire normalement. Je pense que au niveau du gouvernement, qu'au niveau des hommes de médias, il doit y avoir, comment vous l'appelez, des assises, des écoles de formation comme ce que Germain vient de dire. Il a donné le nom d'un capitaine, bien de colonel Kolani, qui les a formés sur un certain nombre de thématiques. Oui. Donc, et il le faut aussi pour leur métier, sur l'intervention, sur leur intervention. Si on le fait, si vous dites qu'on le fait, alors qu'en réalité, ça doit être une évolution. Ce n'est jamais statique. Il faut qu'on évolue qu'on continue par le faire. Oui, et peut-être que vous êtes professionnel. Peut-être d'autres aussi. Peut-être que les petits... Il y a certains peut-être qui n'ont jamais participé à cette formation, mais ils se disent journalistes. Il y a certains, effectivement, ils participent, mais à cause de la polarisation de la presse, n'oublions pas, il y a la polarisation dans nos pays. L'organe Reporters sans frontières l'a dit. À cause de la polarisation, il y a certains organes qui ne font que s'attaquer soit à l'opposition, soit qu'au parti au pouvoir. Ils ne font pas l'analyse rationnelle. On vous donne la parole finalement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette régression sur le terrain concrètement? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'au lieu que le Togo ait 10 places de plus, puisse avancer, le Togo régresse? Oui, durant ces 360 jours. En fait, c'est pas aussi alarmant, le classement du Togo. Vous prenez le Bénin voisin, il est à 121e place. Ça veut dire que nous avons 20 places de plus que le Bénin. Bon, je ne me compare pas au Bénin pour dire que le Togo, mais c'est pour dire que ce n'est pas aussi alarmant parce que le Togo avait un très bon classement. 172, 178 pendant plusieurs années. Donc c'est plus de 110, 115 pays derrière le Togo à l'époque. Aujourd'hui c'est une 80aine de pays. Et on peut dire qu'on a perdu des places, mais le score n'est pas aussi mauvais, la situation n'est pas aussi alarmante. Je pense que nous avons l'Observatoire togolais des médias qui a fait un bel état des lieux réel de la situation au Togo. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs titres, par exemple, de journaux qui ont été retirés. On se rappelle cette affaire de ministres femmes qui ont volé des cuillères dorées, qui a coûté le récépissé au directeur. Il y en a d'autres également. Il y a eu des suspensions pour 3 mois, pour 4 mois des journaux. La dernière suspension, c'est des Gardiens. Un journal, non, même avant lui. Et le détective qui s'est attardé sur une affaire de mœurs de cuisses légères dans une commune du Golfe. Alors qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été atteintes dans leur honneur, dans leur vie privée, qui ont porté des plaintes. Et la HAC a dû sanctionner en suspendant le journal. Donc toutes ces sanctions-là, il y a eu les emprisonnements de Joël Lega et de Ferdinand. Parce que justement dans le code pénal, il était clairement dit que quand vous commettez une infraction en dehors de votre canal de diffusion reconnu, si c'est sur les réseaux sociaux, le code pénal n'est pas, le code de la presse n'est pas appliqué. Mais le RSF est dans son rôle. C'est une organisation qui veut protéger les journalistes aussi, et qui veut que les journalistes soient aussi libres que possible pour faire son travail, et qui n'a pas envie de voir des journalistes dans le monde. Il y a plus d'1 millier de journalistes. Est-ce que les procédures sont fiables selon vous? Pour le classement? Oui, pour le classement. Non, je ne voudrais pas... Nous, on n'a pas je ne veux pas juger ce classement, mais en même temps, c'est un classement qui a réussi à se bâtir une crédibilité, au point où les États
certains parfois contestent, mais d'autres s'en félicitent quand le classement est bon et donc on ne cherche plus vraiment à voir les critères. Ça reste quand même un travail assez fouillé, même s'il n'est pas complet. Il faut quand même respecter ce travail-là qui est fait. Donc on ne va pas dire que c'est bien, c'est pas bon. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, la dernière fois, le ministre Trimou a quand même arrivé et on se plaignait globalement, mais pas de la liberté. Mais c'est ce que j'avais dit au début de cette émission, c'est la liberté économique. Notre problème, c'est pas ce que nous disons. Tous les Togolais savent que nous avons la liberté pour dire tout ce qu'on veut. Mais économiquement, on est coincé, on n'est pas libre. Si vous n'arrivez pas à sortir le journal, si vous n'arrivez pas à aller faire votre travail sur le terrain, vous ne pouvez même pas vous déplacer, vous ne pouvez pas téléphoner parce que vous n'avez pas l'argent, vos emplois ne sont pas payés, ils accumulent des arriérés de salaire. Il y a des métiers qui ont jusqu'à 8 mois d'arriérés. Au Togo, vous avez une idée, 8 mois d'arriérés. Comment les gens peuvent travailler quand ils ne sont pas payés? En tout cas, avant... Nous, c'est de cette liberté-là que nous parlons. Nous avons besoin que et l'État et les hommes d'affaires, le monde économique nous aident. Sinon, la liberté, nous l'avons. Maintenant, on veut une liberté économique. C'est vrai, l'État est en train de refonder le secteur. On veut nous amener à devenir des entreprises, à être formalisés, à être plus professionnels, ce qui est une bonne chose. Mais il faut que l'État nous accompagne dans cette transition-là pour qu'on puisse aboutir. Et si nous avons cette indépendance-là, je crois qu'on va mieux travailler. Je crois que si quelqu'un vient vous remettre un article, parce que la plupart des articles qui nous créent des problèmes, ce n'est pas les journalistes eux-mêmes qui les rédigent. En tout cas, avant le classement de 2023. Pour travailler, quelqu'un vous donne, malheureusement, on ne devrait pas le dire ici, après vous avez des problèmes. Mais quand ces gens-là sont devant la RAC ou ailleurs ou à la justice, ils n'arrivent pas à se défendre. Donc c'est un peu ça. Mais c'est un exercice difficile, je pense. On comprend, on est pris par le temps malheureusement. Le rapport de RSF a été clôturé à un moment où il n'y avait pas encore certaines choses. Comme par exemple, les acteurs de la presse sont arrivés à la fin de l'étude de la convention collective. Donc la signature n'est qu'une question de date. J'ai participé aux travaux. Nous avons travaillé d'une façon vraiment ardue pour arriver effectivement à une conclusion. Merci. Donc ça, par exemple, c'est des éléments qui devraient nous faire remonter un peu de points, mais malheureusement, c'est venu après le rapport de RSF. Et le rapport de RSF, en fait, encourage les États, comme pour l'EPUI, l'évaluation périodique universelle. Oui, c'est encourager les États à faire mieux pour la presse. Merci beaucoup à vous. On aura tout le temps avant le classement de 2023. On a tout ce temps pour pouvoir parler de ce classement. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Georges-Ewo, homme politique du cercle des leaders émergents. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Emmanuel Vivien Toumi, journaliste, directeur de publication de Plume Libre. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.